Mes chers collègues, dans notre République, force doit rester à la loi. Nous avons la mission constitutionnelle de faire appliquer la loi. Nous sommes les dépositaires de l'autorité publique. Notre action s'inscrit au cœur du contrat social. C'est pourquoi il n'y aura ni tolérance, ni complaisance pour ceux qui s'en prennent à vous, qui défient l'autorité de l'État à laquelle les Français sont très attachés. Il n'existe pas des violences d'un côté comme de l'autre. Il existe des actes illégaux d'une minorité très réduite d'un côté et de l'autre côté, de façon encadrée, la mission de service public et le monopole légitime de la contrainte. C'est le sens de la démocratie et nous ne céderons à aucun raisonnement fallacieux dans ce domaine. Je pense avec beaucoup de sympathie et de respect à ceux d'entre nous qui ont été l'objet de violences verbales ou physiques ces derniers mois ou qui ont été victimes dans l'accomplissement, parfois tragique, de leur mission. J'ai une pensée émue en ce jour pour le policier décédé hier après avoir été renversé à Bron. Rien ne nous détournera de ces missions, aux conditions de réalisation desquelles nous devons être toujours plus attentifs. Vous pourrez, chacun dans l'exercice de vos fonctions, compter sur mon soutien, celui de l'équipe préfectorale, celui de vos chefs de service et plus encore celui de nos compatriotes qui, dans l'immense majorité, sont reconnaissants pour le travail que vous accomplissez et attendent de nous une mobilisation pour bien le faire. C'est pourquoi, je vous le dis avec conviction, il faut avoir une fierté de servir l'État, qui n'est pas un choix banal mais plein de sens, une fierté d'être fonctionnaire qui est une vocation autant qu'un métier. Notre idéologie, c'est l'intérêt général. Nos principes sont ceux du service public, continuité, égalité, adaptabilité, accessibilité. Notre devoir est l'ordre républicain et la mise en œuvre des politiques publiques définies par le gouvernement dans le cadre des orientations du président de la République. Un des maux dont pâtit depuis trop longtemps notre pays est un pessimisme exacerbé, une inclinaison au dénigrement. Or, nous vivons globalement mieux aujourd'hui en France que dans le passé. Par exemple, notre espérance de vie est de 82 ans contre 70 ans il y a un demi-siècle. Mais vivons-nous plus heureux? C'est une autre question dont les termes dépendent beaucoup de nous. Et deux phénomènes lui servent de toile de fond: la globalisation du monde et l'accélération de ces changements. Rien n'indique que la situation va s'inverser lors de la prochaine décennie. Il ne sert à rien d'éluder les réalités, il nous appartient de nous y préparer afin de ne pas les subir mais de les orienter. Je souhaite donc que 2020 soit une année d'optimisme par la volonté, dont, malgré les contraintes, malgré les complexités, nous devons être les ambassadeurs. Et j'aimerais en ce début d'année pointer 4 signaux de cet optimisme. Le premier, c'est qu'il y a un an, le pays sortait progressivement de l'apogée d'une crise atypique, celle des Gilets jaunes, exprimant un malaise qui venait de loin et en même temps une volonté de ne pas y être résigné, mais de chercher les voies d'un sursaut. En 2020, et même si ce malaise n'a naturellement pas disparu, même si nous vivons une période de manifestation, nous avançons sur différents sujets et discutons en particulier d'une réforme importante, celle des retraites, dans la perspective d'assurer la pérennité de notre système et de le rendre plus juste. Comme l'a souligné le président de la République dans ses vœux, l'enjeu est, selon ses propres termes, notre capacité à bâtir la France en commun. En 2020, 146 000 foyers dans l'Aisne verront leur taxe d'habitation totalement supprimée. C'est une décision exceptionnelle dans l'histoire fiscale, qui représente une économie annuelle moyenne de 454 € et 97 millions d'euros de pouvoir d'achat réinjectés dans le département lorsque cette suppression concernera tous les foyers en 2023. En 2020, le déploiement du très haut débit va s'accélérer pour s'achever dans l'Aisne en 2022. Le Premier ministre vient de signer une décision de financement de 74 millions d'euros. C'est un choix politique fort en faveur des départements ruraux.
Car aujourd'hui, le premier facteur de désenclavement est le désenclavement numérique, qui égalise les chances et donne des perspectives nouvelles. Et au même horizon de 2022, nous aurons une couverture téléphonique complète et de qualité. À nous de nous emparer de ces outils technologiques. Et la prochaine décennie sera celle de la révolution de l'intelligence artificielle. Il faut s'y engager résolument, et c'est pourquoi j'en ai fait une priorité majeure avec un conseil d'experts dont je vais m'entourer prochainement et qui servira à promouvoir les différents usages de l'IA. En 2020, enfin, une étude récente nous indique que les directions achats des différents organismes seront moins sensibles au seul facteur de coût pour tenir compte davantage du fabriqué en France, de la qualité, de la sécurité, de l'innovation, de l'impact environnemental. Cette tendance à une relocalisation peut profiter à un département comme l'Aisne. Mais il faut en stimuler les conditions en mettant au cœur de nos politiques le travail. C'est le sens de la nouvelle direction départementale interministérielle qui verra le jour en juin prochain par la fusion des services départementaux de l'emploi et de la cohésion sociale, conduisant à une stratégie plus coordonnée d'insertion par l'activité et de lutte contre la pauvreté et la précarité. De façon générale, lutter contre tous les freins à l'entrée ou au retour sur le marché du travail est un objectif central, qu'il s'agisse de formation ou de mobilité. Notre avenir passe par le développement économique et il n'est pas acceptable que tant d'emplois qui offrent de véritables métiers et des parcours intéressants, notamment dans l'industrie, ne soient pas pourvus. Notre défi aujourd'hui est moins l'emploi, qui existe, au-delà des situations particulières des entreprises, et qui s'est d'ailleurs traduit par une baisse du chômage depuis plusieurs mois, mais notre défi est le travail, c'est-à-dire l'efficacité des conditions d'accès à l'emploi. Et les réformes depuis plusieurs mois ont ciblé ce défi. Voilà 4 signaux positifs. Mais le plus grand signe d'optimisme que je vois depuis ma place sont les atouts dont dispose l'Aisne pour être attractive, ce qu'elle n'est pas suffisamment. Certes, il existe des facteurs objectifs pour l'expliquer, et je voudrais en mentionner 2. Le premier, c'est que nous avons des centralités urbaines, qu'elles soient principales ou intermédiaires, qui manquent encore d'assises. Beaucoup de choses ont été réalisées grâce à nos élus, dont je salue l'engagement. Mais il me semble qu'il est possible d'aller plus loin, et du point de vue de l'État, cela passe par plusieurs voies. D'abord, une déclinaison résolue de tous les programmes de redynamisation, comme Cœur de Ville, les opérations de revitalisation des territoires ou le programme qui va débuter cette année autour des petites villes de demain. Ensuite, une approche plus stratégique et à la bonne échelle des différents documents de planification, comme les SCOT ou les PLUI. Également, une conception plus structurante et mieux articulée des différentes sources de financement des investissements. Nous l'avons déjà engagé pour la dotation d'équipement des territoires ruraux. Et enfin, une relecture de la carte des coopérations intercommunales avec le souhait d'ouvrir une phase de réflexion sur de nouveaux rapprochements. Soyons clairs, les communes sont l'échelon de base de notre vie démocratique et doivent être soutenues. Et la diversité communale constitue une richesse. Une coopération intercommunale constructive et efficace est justement la condition de viabilité de notre modèle, avec le mouvement qui devra reprendre de création de communes nouvelles. Un deuxième facteur de notre manque d'attractivité est l'offre d'enseignement supérieur et de métiers nouveaux. Il conviendra d'y travailler dans le cadre de la préparation cette année de la future contractualisation entre l'État et la région, mais également par l'appui aux entreprises innovantes. Autrement, le départ de jeunes, qui contribue à notre érosion démographique, se poursuivra. Mais au-delà de ces limites, nos atouts sont réels. Il ne s'agit pas de les constater, il faut les faire connaître, car la notoriété est la lacune de l'Aisne, et les cultiver ensemble. Je pense à son potentiel touristique, qui appelle l'organisation d'une offre intégrée. Je pense à sa proximité avec le bassin parisien et certains voisins européens. Je pense à son agriculture d'excellence et à sa tradition industrielle. Au final, la géographie doit devenir notre point fort. Parce que l'Aisne est un carrefour, parce qu'elle est un territoire traversé, parce qu'elle offre de l'espace, des paysages, du patrimoine et une diversité de savoir-faire. Pour cela, il nous faut rechercher l'innovation, que ce soit dans l'ingénierie territoriale ou dans la gestion des espaces. Ainsi,
l'heure est venue à plus de retenue dans les projets d'éoliennes, notamment au regard des critères de paysage et de patrimoine, au profit d'autres vecteurs de la transition énergétique, comme le photovoltaïque, la méthanisation ou la rénovation thermique. Pour l'agriculture, une activité essentielle pour notre pays, sa souveraineté, ses territoires et sa qualité alimentaire, l'enjeu est dans la recherche de nouveaux débouchés comme les signes de qualité ou une filière biosourcée pour le secteur du bâtiment. Et je souhaite également favoriser une meilleure coopération avec le monde de la chasse afin d'aboutir à un schéma cynégétique départemental. Mes chers collègues, nous avons besoin, dans cet objectif d'attractivité, de leviers et de marqueurs. C'est pourquoi j'ai confié des missions spécifiques à chacun des collègues sous-préfets. Le pacte pour la réussite de la Sambre Avesnois-Thiérache est une grande initiative de l'État avec ses partenaires et une chance historique. L'enjeu est d'avancer de façon volontariste sur plusieurs fronts afin de faire levier et de transformer le destin de ce grand territoire de France. Il y a déjà eu des réalisations, elles vont se démultiplier de façon cohérente cette année, à commencer par l'engagement des travaux relatifs à la RN2. Ce pacte est un dossier stratégique majeur de l'État dans l'Aisne, confié à la sous-préfète de Vervins, avec comme seule option de réussir. Dans le même esprit et sans mobiliser nécessairement les mêmes outils, j'ai demandé au sous-préfet de Soissons de mener la réflexion en 2020 sur un contrat territorial dans son arrondissement afin de valoriser pleinement ses potentialités, y compris géographiques. L'enjeu est également de faire le lien avec un projet unique de l'État, celui concernant le château de Villers-Cotterêts, pour lequel les travaux de la Cité internationale de la langue française vont débuter prochainement. C'est une opportunité exceptionnelle pour l'Aisne, traditionnellement trop discrète, de s'affirmer. Pour la même raison, et afin de valoriser plus largement ces écrivains célèbres, j'ai demandé à la sous-préfète de Château-Thierry de mobiliser l'État et ses partenaires dès 2020 afin de donner toute son ampleur à la célébration l'an prochain des 400 ans de la naissance de La Fontaine. Au-delà de l'impact événementiel et de l'effet d'image, l'objectif est qu'elle débouche sur un héritage. L'Aisne étant le deuxième département de France pour les voies navigables et le projet de canal Seine-Nord Europe entrant dans sa phase concrète, la sous-préfète de Saint-Quentin a été chargée de suivre cet enjeu structurant. Enfin, parce qu'il n'y a aucune fatalité à l'illettrisme et à l'électronisme, et que l'Aisne pâtit d'un handicap particulier dans ce domaine, j'en ai fait la grande cause départementale pour cette année. Le secrétaire général sera chargé de préparer et de mettre en œuvre un plan d'action avec l'aide d'une personne que j'ai missionnée sur ce sujet. Ce sera une priorité transversale pour toutes les initiatives et les financements de l'État pouvant y concourir. Vous le savez, l'Aisne est un département étendu et d'habitat diffus. Cela a des conséquences sur notre organisation administrative. La réforme de l'organisation territoriale de l'État vise à des maillages renforcés, tout en luttant contre la dispersion des moyens. C'est le sens du déploiement des maisons France Service, qui seront près d'une vingtaine l'an prochain, et plus de la moitié de ce chiffre dès cette année. Il s'agit d'une initiative majeure pour simplifier la relation avec l'usager et assurer une proximité en misant sur des organisations innovantes du travail sans négliger la relation humaine. Il en va de même pour la réorganisation du réseau de la direction départementale des finances publiques qui va se poursuivre, ou pour l'accès aux besoins fondamentaux que sont les soins, avec le passage à 23 maisons de santé en 2020, et l'éducation, avec un ratio toujours plus élevé d'enseignants par rapport au nombre d'élèves dans le primaire. Vous le savez, l'organisation et la réforme territoriale de l'État renforcent aujourd'hui le niveau départemental dans une logique opérationnelle. C'est pourquoi les mutualisations constituent aussi des perspectives prometteuses. La principale, qui permettra un meilleur service tout en rationalisant les ressources, sera la mise en place au printemps prochain d'un secrétariat général commun à la préfecture, à la direction départementale des territoires, à la future direction départementale du service public de l'insertion et à la direction départementale de la protection des populations. Les missions d'appui seront ainsi regroupées. Idée depuis longtemps évoquée et objectif enfin en voie d'accomplissement. Pour ce projet comme pour les autres, la réforme se fera dans le dialogue et la transparence et en tenant le plus grand compte des situations professionnelles de chacun,
de façon à ce que personne ne soit laissé de côté. Je sais les interrogations et parfois une forme de saturation face au changement. Mais nous ne devons pas avoir peur du mouvement vers une meilleure administration dans le contexte de la société contemporaine. Et mon message à cet égard est simple, c'est celui de la confiance. J'ajoute que l'État doit veiller en permanence à être fort sur le périmètre le plus régalien. La gestion de crise, pour laquelle il importe d'être toujours prêt. La lutte contre l'insécurité, notamment dans le cadre du déploiement dynamique de la police de sécurité du quotidien. La lutte contre l'immigration irrégulière, qui est une priorité, en particulier la hausse des éloignements, parallèlement à un effort d'intégration plus exigeant des étrangers en situation régulière et un dispositif d'asile qui fonctionne. Chers collègues, je n'ai pas parlé de l'année écoulée, que je n'ai guère connue parmi vous, mais je sais qu'elle a été dense et que vous avez une fois de plus montré le visage d'un État au rendez-vous. Je tiens à vous en exprimer toute ma reconnaissance et ma fierté de prendre en charge avec vous les chantiers et les événements de cette nouvelle année qui seront nombreux et que j'ai essayé de mettre en perspective sans tous les mentionner. Il en est un au fondement de nos missions qui se présente en mars avec les élections municipales. Je suis sûr que nous saurons démontrer à nouveau à cette occasion notre rôle de socle de la République, comme nous avons su le faire dans un autre domaine ces derniers mois, celui de la préservation de l'ordre républicain. D'autres rendez-vous importants viendront, dont les célébrations liées au général de Gaulle à Montcornet. Mais c'est à travers tous les jours de l'année que l'État sera à la hauteur de ses 4 missions fondamentales: protéger, éduquer, soigner et assurer la cohésion nationale. L'État, contrairement à certaines idées reçues, n'est pas un concept périmé, mais la colonne vertébrale de la nation. Il n'est pas rejeté par nos concitoyens, mais attendu. Il est la condition et le gardien de notre devise de liberté, d'égalité et de fraternité. On y ajoute volontiers désormais la laïcité. Et c'est parce que notre République est défiée par des volontés de séparatisme ou des projets de contre-société que nous devons mener un combat sans concession contre le communautarisme. J'ai chargé mon directeur du cabinet de le coordonner. Au regard de toutes ces questions, et puisque nous commémorons cette année les 150 ans de la mort d'Alexandre Dumas, natif de l'Aisne, permettez-moi de lui emprunter cette citation. « C'est quelquefois pénible de faire son devoir, mais ça ne l'est jamais autant que de ne pas l'avoir fait. » Nous sommes des serviteurs de l'État et nous savons où est notre devoir, avec une détermination à obtenir des résultats. Nous connaissons le défi que nous jette la morale de la fable de La Fontaine, conseil tenu par les rats, que je cite. Ne faut-il délibérer, la cour en conseiller foisonne? Est-il besoin d'exécuter? L'on ne rencontre plus personne. Et je voudrais finir par l'essentiel. Vous souhaitez chaleureusement, au nom de l'équipe préfectorale, une heureuse année pour vous et ceux qui vous sont chers, avec de la douceur, des réussites, des moments qui comptent et des rires. Il n'y a pas la vie professionnelle d'un côté, la vie personnelle de l'autre, sauf à réduire tristement la vie professionnelle à une corvée. Il y a la vie tout court, avec son quotidien et son extraordinaire, avec ses quêtes et ses hasards. Et sachez, mes chers collègues, que le travail de chacun compte. Vive l'Aisne, vive l'État, vive la République, vive la France.